pourtant les rois, qui étaient les rois, se prosternaient devant Dieu, le Dieu très chrétien. Et effectivement, ils étaient le premier des Français, mais ils se soumettaient à l'autorité du Christ. Et là, on a le premier des Américains qui se soumet à l'autorité de qui ? Oui, bah ça c'est des bons signes, voilà, quand on est décoré de la Légion d'honneur, quand on est décoré des Arts et Lettres, c'est pour service rendu à l'appareil d'État, à la machine de domination, quoi. Et Caroline Fourest, qui fait le sale boulot depuis des années, à la fois de diabolisation des musulmans, mais soi-disant au nom d'une lutte antifasciste, et en prétendant lutter contre l'extrême droite. Je crois que même Chicha a compris que c'était pas crédible, alors qu'elle relayait des propagandes anti-musulmanes issues de l'extrême droite danoise. On voit que ces relais passent par Val. Évidemment qu'il ne s'agit pas des musulmans, il s'agit des intégristes. Ancien compagnon de M. Font, condamné à 4 ans de prison ferme pour pédophilie, passe par M. Bernard-Henri Lévy. Je sais pas, je vais vous faire un dessin ou pas, quoi. Saillant de première bourre, dont la trajectoire en France ne peut s'expliquer que par comment dirais-je, son israélité, et par rien d'autre. Je veux dire, à un moment donné, il faudra avoir le courage de le dire, quoi. Hein, qu'est-ce qui fait le pouvoir de Bernard-Henri Lévy en France, qui est inversement proportionnel à son autorité morale et intellectuelle, c'est le fait, voilà, qu'il est juif et agent israélien, c'est tout. Et qu'on n'a pas le droit de l'attaquer à cause de ça, quoi. On est terrorisé par la toute-puissante communauté, c'est tout. Alors on l'attaque, mais toujours par le seigneur et maître des faussaires. Les intellectuels faussaires, ainsi le Oui, titre enfin, là, je veux dire, c'est des choses que tout le monde sait, comme d'autres trucs. Tout le monde sait qu'il baratine en permanence. Et néanmoins, il est incontournable. Il a inventé des fausses missions. Il s'est dit Amin Massoud, c'était pas vrai. Il s'est emparé du cas de Daniel Pearl. La veuve de Daniel Pearl a dit, c'est un homme dont l'ego a détruit l'intelligence, etc., etc. Mais il fait peur. Il fait peur à tout le monde. Des attaques molles, quoi. On a quand même remarqué que tout son pouvoir venait du fait qu'il s'appelait Bernard-Henri Lévy, et qu'il était, comment dirais-je, inconditionnellement l'agent israélien permanent tout le temps dans tout ce qu'il faisait depuis 1977. Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Voilà. Donc Caroline Fourest, qui fait partie de son réseau, il faut le savoir, et qui est une espèce de lesbienne hystérique, je le dis, c'est un constat clinique, et qui prétend incarner, comment dirais-je, la cléricature française, enfin je veux dire l'intelligence critique, alors qu'elle est à la marge de la marge de la marge. Elle représente, une ultra-minorité, c'est-à-dire les gays, lesbiennes, trans, etc. Deux, le pouvoir sioniste, hein, même si on a compris ces filiations. Et là on voit qu'on lui remet les arts et lettres. Voilà, ben à la limite, c'est très bien. C'est comme en URSS, à un moment donné, quand vous aviez le prix Lénine, ou que le prix Jdanov, quoi. Ça montre bien, effectivement, qu'elle est un agent de l'impérial, très pervers, qu'elle est là pour faire un sale boulot, qu'elle est payée pour ça, d'une certaine manière, hein, voilà. Et que si elle devait compter que sur ses qualités propres, elle aurait déjà disparu depuis très très longtemps. Voilà, donc j'en ai dit suffisamment, on en a fait suffisamment la conne du mois. Là, elle vient d'être condamnée par mon ami Frédéric Chatillon, que je salue, pour diffamation dans un de ses bouquins. Je pense que c'est pareil, ça c'est des cartouches, c'est un peu comme Besancenot. Elle va être cramée très bientôt. Et nos amis de la communauté qui la stipendie et qui l'utilisent, l'abandonneront sur le bord du chemin quand elle sera totalement cramée, exactement comme ils le font systématiquement. Donc je pense que l'opération Fourest ne va pas durer encore très longtemps. Voilà. Le caporal Alexandre Van Doren aurait eu 24 ans le 8 avril prochain. Il était père d'un enfant. Pilote de char, il a trouvé la mort hier lors d'une opération contre les groupes armés basés dans le nord du Mali. C'est le 5e soldat français mort au Mali, 3 d'entre eux dans ce massif des Iphoras. Ce qui est compliqué ici, comme le disent eux-mêmes les soldats français, c'est cette guerre asymétrique, comme ils l'appellent. C'est-à-dire qu'ils ont, eux, l'armement, l'équipement, voire même les hélicoptères, mais qu'en face, les combattants djihadistes s'adaptent, ils connaissent très bien le terrain. Jusqu'aux bouddhistes. Ici, un islamiste s'est décapité en se faisant exploser pour ne pas être pris vivant. Les cadavres de ces combattants montrent qu'ils sont jeunes, parfois adolescents. L'armée malienne avance une explication pour leur impressionnante résistance. Les gens là, ce sont des drogueurs. Ils ne sont pas bons. Ils sont drogués à quoi? Cocaïne. Parce qu'il est nécessaire de consolider le succès obtenu et parce qu'il faut conjurer la menace terroriste
qui, au-delà du Mali, pèserait sur la sécurité de la région, et je l'ai dit, et je le redis encore, celle de la France. En conséquence, conformément à l'article 35 de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander l'autorisation de prolonger l'intervention des forces françaises au Mali. Alors la guerre au Mali est la conséquence, comme je l'ai dit, de la destruction de la Libye de Kadhafi. Il n'y aurait jamais eu de guerre au Mali s'il n'y avait pas eu la destruction de Kadhafi. Donc on est des pompiers pyromanes, on a semé le vent et on récolte la tempête. Ce qui est terrible, c'est que effectivement, face à nous, face à l'armée française au Mali, on a les gens qu'on a armés contre Kadhafi. Et je le fais remarquer qu'on est avec la porosité des hordes nomades salafistes. Quand on prétend en même temps qu'on va armer les rebelles syriens... La France et la Grande-Bretagne sont décidés à livrer des armes à la rébellion syrienne. Paris et Londres laissent même entendre que cette position sera maintenue si l'Union européenne ne lève pas l'embargo. Ce serait une première en Occident. On est en train d'armer des gens qui tueront les soldats français demain en Afrique centrale. C'est d'ailleurs pour ça que je crois que, avec mon avertissement et celui de quelques-uns, je crois que Hollande est en train un peu de faire machine arrière, parce que, exactement comme les Américains se sont rendus compte avec les talibans et Al-Qaïda s'ils avaient utilisé des gens dont ils perdaient progressivement le contrôle, et que ça leur pose des problèmes terribles après dans leur maîtrise du Pakistan et d'autres. Je parle pas du 11 septembre, hein, je parle plutôt de la maîtrise du Pakistan et de l'Afghanistan. Les gens français qui réfléchissent, peut-être ceux de l'armée, enfin il y a encore des gens raisonnables, il n'y a pas que des sionistes, se disent, attends, oh là, on est en train d'armer des tarés, sanguinaires, des bouchers, des sous-prolétaires sous cacheton, à qui on file de la kétamine, des armes, etc. On va les retrouver demain, ces armes, on va les retrouver contre nous, effectivement, en Afrique, et on va même les retrouver dans les banlieues françaises. Je pense qu'il y a des gens qui tirent un peu la sonnette d'alarme, les gens sérieux, et ils disent que trop, c'est trop. Mais voilà, on est quand même en train de faire une guerre coloniale au Mali, pour soi-disant des intérêts... on nous parle d'Areva, etc. Moi là-dessus, je suis pas trop d'accord avec comment il s'appelle. Au nom de quoi la France n'aurait pas le droit de défendre ses intérêts matériels? La France et Areva en particulier exploite l'uranium du Niger. Il y a aussi, sur un plus long terme, des perspectives très importantes au Mali. Dans le sud du Mali, il y a une mine qui sera sans doute une grande partie de l'avenir de l'uranium dans la région et pour la filière nucléaire française. Il y a des intérêts français, il y a la sécurité des ressortissants français, il y a des intérêts matériels, des intérêts stratégiques, énergétiques et miniers sur le long terme. Choprade, parce que l'air de rien, quand on regarde qui vraiment il y a derrière l'atome français, est-ce que c'est si français que ça? Voilà, c'est quand même des multinationales. On est très très loin des intérêts de la France, en fait. On a des intérêts d'une certaine oligarchie française, mais qui est composite, qui à mon avis est totalement ralliée de toute façon à l'empire américano-sioniste, en passant par les Anglais, etc. Ce qui veut dire qu'à terme on fait le sale boulot et qu'on ne récoltera pas les fruits. On le vérifie systématiquement. On fait le sale boulot et à la fin on perd tous nos marchés parce que les Américains nous font tuer des Africains à leur place, parce que comme ça c'est nous après qui avons des problèmes avec nos ressortissants dans toute l'Afrique, avec des gens assassinés, des touristes kidnappés. 7 nouveaux Français ont donc été enlevés hier en Afrique. Ce qui est frappant dans cette information, c'est que les faits se sont déroulés au Cameroun, un pays jusqu'alors sûr, et surtout qu'il y a parmi les otages 4 enfants qui ont entre 5 et 12 ans, du jamais vu jusqu'alors. Les professionnels et experts que nous avons interrogés sont formels. Les conséquences du printemps arabe et surtout de l'opération militaire au Mali ont rendu les citoyens français extrêmement attractifs auprès des malfrats ou des fondamentalistes. Dans la région africaine, le fait d'être français peut effectivement être un facteur aggravant actuellement. Vous représentez une valeur marchande. Nous, il y a l'intervention française au Mali qui est un facteur également politique important dans la région. Donc voilà, c'est le prix à payer de cette diplomatie de la canonnière dégueulasse, qui est toujours faite par la gauche, je rappelle. Hein. Robespierre était contre l'épopée napoléonienne. Hein. Je vous rappelle, si vous voulez lire ses discours, pour ceux qui l'ont bien étudié comme moi. Voilà, l'image de la France par l'armée française et le meurtre en uniforme, peut-être qu'au début ça fascine 2-3 guignols, mais à terme c'est toujours très très négatif. On ne se fait pas aimer à coups de flingue, jamais. Hein, surtout avec l'imaginaire colonial, le passif colonial, le passé colonial. Donc on est en train de recoloniser l'Afrique centrale pour des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple français, mais qui ne sont, même quand on prétend que ce sont les intérêts des comment dirais-je, des élites françaises. Ces élites de toute façon sont entièrement collabos. Et là j'invite Choprade à réfléchir un peu à la fragilité de son discours. Cette intervention, elle est, importante parce que je pense que
c'est un coup d'arrêt, et je le dis comme je le pense, alors peut-être que c'est exagéré, je ne crois pas, on verra si j'ai raison d'ici quelques années, c'est un coup d'arrêt au processus de déclin de la France en Afrique, qui est engagé depuis le discours de la Baule, le discours de Mitterrand. Moi, je ne fais pas de concession là-dessus. Ça ne nous rapportera rien, ni au peuple français, ni même peut-être à ceux qui pensaient que ça allait leur rapporter, parce qu'on sera viré comme du Moyen-Orient par les Américains et les Israéliens à la fin. On a perdu tous nos marchés dans le monde arabe, il faut le savoir, et pourtant on s'est tapé la première guerre du Golfe. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire la seconde, à mon avis. Plus les liens entre Total et Chirac. Il n'y a pas que de l'idéal dans tout ça, il y a aussi du pognon. Voilà, donc on est en train de faire quelque chose de très... Et puis surtout un enlisement, parce qu'en fait, comme on peut le faire remarquer grâce à la télévision russe, la France a une armée qui, parallèlement, où on l'envoie sur un théâtre d'opérations immense, avec des ennemis multiples et des ennemis masqués, sous plusieurs masques. Hein, tout le monde joue double et triple jeu là-bas. Hein. Les Algériens, les sionistes, les Américains, donc nos pauvres petits soldats français. On pourra regarder la liste des noms de ceux qui meurent. Parce que là, on retrouve un peu un générique canadien. Vous voyez, là, il y a du vrai français de souche. Et quand c'est du vrai français de souche, c'est du français immigré, mais de l'immigration de travail. Là, on voit, il n'y a pas de Lévy, il n'y a pas de Cohen, il n'y a pas de Aziza. C'est marrant, il n'y a pas de Attali, il n'y a pas de Minck. C'est marrant, hein. Ceux qui provoquent les guerres ne sont pas ceux qui y meurent. C'est quand même un lien qu'il faut faire. N'empêche, ce que fait l'armée française aujourd'hui au Mali, je trouve ça magnifique. On verra jamais Bernard-Henri Lévy en première ligne, ça c'est sûr. C'est pour ça que ces gens-là sont si belliqueux et fauteurs de guerre, comme c'est dit depuis la nuit des temps, hein, parce qu'ils n'y vont pas à la guerre. Hein. Voilà. Faut bien le rappeler. Hein. Ils s'enrichissent sur la guerre, mais ils la font faire, mais ils ne la font pas. Et ils ressortent à la fin de la guerre plus riches qu'ils n'y étaient rentrés. C'est toujours la guerre enrichit certains et en fait mourir d'autres. Et là, c'est de la vraie lutte des classes. Hein. Il faut bien se rappeler de ça. Hein. Voilà. Donc cette guerre au Mali est une connerie. Elle n'est pas dans l'intérêt de la France ni des Français. Elle ne sera pas très longtemps dans l'intérêt des élites capitalistes françaises qui de toute façon ne nous appartiennent plus. Il faut bien vérifier qu'elles sont, elles sont affiliées à l'Empire. Il suffit de regarder les doubles casquettes souvent de nos élites du grand capital français. Hein. Ils ont été formés aux États-Unis, ils finissent au FMI, à l'OMC, etc., etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et surtout, ce qui est dramatique, c'est que globalement, ça détruit tout nos prestiges, le reste du prestige gaulien, ça nous fait mourir des gens partout, y compris les touristes, et je vous dis, on en est à un stade, effectivement, à la fin, où on arme en Syrie des gens que nos militaires français vont se retrouver face à eux au Mali, et face aux policiers français dans les banlieues. Donc j'aimerais poser la question à monsieur, notre ministre des Affaires étrangères, monsieur Fabius, j'avais oublié celui-là, qui normalement aurait dû quitter la politique après l'affaire du sang contaminé, s'il n'a pas encore assez de sang sur les mains. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a affirmé mercredi à l'Assemblée nationale que si l'embargo européen sur les armes en Syrie est levé, les erreurs faites en Libye ne seront pas répétées. Nous avons acquis la conviction qu'il n'y aura pas d'avancée diplomatique si sur le terrain les choses ne bougent pas. Et c'est à partir de là que la question, elle n'est pas encore tranchée, de la levée de l'embargo est posée. Et quelle est la cohérence du choix, de ces choix géostratégiques et militaires, à part l'intérêt d'Israël? Parce qu'en fait, moi je ne vois là-dedans que finalement, si on voit le long terme, l'intérêt d'Israël. Voilà. Donc on est encore une fois de plus dans la haute trahison et les intérêts d'Israël. Voilà. Cette guerre au Mali n'est intéressante que pour Israël. Ce qui se passe en Syrie n'est intéressant que pour Israël. Voilà. Donc j'aimerais savoir si effectivement à notre gouvernement, il y a encore des gens qui représentent les intérêts de la France, que ce soit la France populaire même ou la France bourgeoise, ou s'il n'y a pas finalement, comme on l'a pu le vérifier par le discours lamentable de Hollande au dîner du CRIF, il n'y a pas que des agents israéliens et des gens terrorisés par le pouvoir israélien sur la France. Voilà. C'est une question qu'on peut légitimement poser. Et du coup que ça va avoir sur la France, parce que tout ça ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain, même si on redresse la barre. Du coup que ça a pour les décennies et décennies à venir, quant aux expatriés français, notre image internationale par rapport aux pays du tiers-monde, etc., etc., etc. C'est une catastrophe. Voilà. Cette domination israélienne sur la France, à travers ces agents, est une catastrophe pour le peuple de France, pour les élites françaises à terme, et pour l'image de la France, je dirais, éternelle, et ce pour très longtemps. On va avoir du mal à s'en relever. Et on n'est même pas sûr de jamais s'en relever. J'ai plus de chances, à mon avis, de disparaître violemment dans les temps qui viennent, que Hollande d'être chassé que Fabius d'être chassé du gouvernement avec Valls, Payon et Moscovici. Hein. Voici la première photo d'une femme libérée. Florence Cassé, accompagnée de son père Bernard Cassé, gilet pare-balles sur le dos.
C'est ensemble qu'ils ont appris la nouvelle de sa libération. Les portes de la prison de Tépépan s'ouvrent enfin. Mètre après mètre dans ce 4x4 rouge, Florence Cassé goûte ses toutes premières minutes de liberté. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont parmi les premiers à s'entretenir au téléphone avec elle. Son avocat Franck Berton confie sa joie après 7 années de combat. Une pensée pour ses parents, sa mère qui a fait combien de voyages, son père qui était avec elle ici, tous ces gens qui se sont battus, des anonymes, des politiques, tout le monde s'est battu pour Florence. Il doit y avoir aujourd'hui un sentiment de bonheur partagé partout, à la fois en France mais aussi au Mexique maintenant. Parce que moi je suis ici depuis 4 jours, tout le monde dit du bien de Florence. Si Florence Cassé est libre aujourd'hui, c'est parce que la justice mexicaine a jugé que ses droits fondamentaux avaient été violés. Libre donc, mais pas innocentée. Et aux yeux de nombreux Mexicains, Florence Cassé reste bel et bien coupable d'enlèvement. J'ai également une reconnaissance pour la justice mexicaine, parce qu'elle a fait prévaloir le droit. C'était la confiance que l'on avait portée à son endroit. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'entre la France et le Mexique, nous avons les meilleures relations qu'il soit possible d'établir. En même temps que le Quai d'Orsay français ne remplit plus du tout son rôle et que notre diplomatie française continue à faire les tirailleurs sénégalais pour l'empire américano-sioniste, pour donner l'illusion qu'on fait encore de la diplomatie, dans une espèce de logique de bonne femme et de féminisation et d'effondrement de ce que c'est qu'une politique étrangère, nous avons fait notre gouvernement grotesque, a eu l'affaire Cassez. Je l'ai remercié, bien sûr, et je lui ai expliqué le bonheur que je ressentais aujourd'hui à être ici, en France, dans mon pays. Qui est équivalent de l'affaire Bettencourt pour Sarkozy. C'est-à-dire qu'en faisant pression sur un gouvernement étranger, en général issu d'un pays dominé par l'Empire, qui est le Mexique, on fait libérer une sans aucun intérêt, qui avait été condamné par la justice d'un pays tiers, notamment la justice mexicaine, pour des faits incontestables et avérés, c'est-à-dire des complicités dans des enlèvements, dans des séquestrations et dans des meurtres. Cette Française est-elle la victime d'une machination ou la complice d'un gang de kidnappeurs? Inculpée la nuit dernière, Florence Cassé est en tout cas accusée de séquestration et d'appartenance au crime organisé, rien de moins. La justice mexicaine lui reproche d'avoir participé à l'enlèvement de plusieurs personnes. Des victimes qui auraient été détenues dans ce ranch proche de Mexico, perquisitionnées en décembre dernier. Une version qu'elle conteste, même si elle reconnaît avoir vécu dans la propriété. Donc on fait sortir de force de prison une gonzesse qu'on met en photo sur Paris Match et on prétend que la France, comme ça, fait de la diplomatie. Et pendant ce temps, on met en danger de mort par la politique belliqueuse au Mali tous les touristes français qui, eux, n'ont pas de sang sur les mains. L'affaire Cassez, exactement encore pire que l'affaire Bettencourt, est emblématique de la disparition du Quai d'Orsay et de la diplomatie française sérieuse et de sa transformation et de la manière dont on masque cette disparition effective par de la poudre aux yeux médiatico-gonzesse, médiatico-féminine pour le journal Marie-Claire. Je suis sûr que vous avez imaginé ce moment pendant 7 ans et il faut se rendre compte que ça demande de ténacité et de courage pour tenir contre l'injustice pendant 7 ans. C'était un moment extraordinaire, on a beaucoup pleuré. Et les premières secondes avec sa mère, on vient de voir ce bisou échangé derrière les vitres, pas assez fumé pour échapper à la caméra de BFM TV. On était à la défense d'une femme qui a toujours une force extraordinaire. Mais c'est la force de l'innocence. Elle était coupable de ce dont on l'accusait. Il y a des morts dans l'affaire. On a bafoué la justice mexicaine. Les Mexicains nous détestent parce qu'on a réussi à faire sortir de prison une condamnée à cause d'un rapport de force politique et une histoire d'argent. Il ne faut pas oublier. On a racheté. C'est de l'impérialisme, où on fait libérer. C'est comme, je dirais, dans les histoires bourgeoises qu'aiment bien les gauchistes, quand un fils de famille, ivre-mort, a écrasé un ouvrier en bagnole à 6h du matin, comme le père est le patron d'une entreprise locale, il arrive finalement à faire sortir son fils de tôle malgré la colère populaire, parce que c'est un fils de riche. Ramené au niveau du Quai d'Orsay et d'un État, l'affaire Cassez, c'est exactement ça. C'est l'État français qui, pour cacher qu'il n'a plus aucune politique étrangère, et qu'il est entièrement soumis, et qu'il est entièrement dans l'immoralité, et qu'il n'a plus aucune virilité en tant qu'État, qu'il fait le tapin, il essaie de donner le change dans un public de gonzesses en sortant Cassez, qui est totalement coupable de ce dont on l'accuse,
de prison. Et j'ai même la gentillesse de ne pas donner le nom de son conjoint, qui était à la tête d'un gang de kidnappeurs et d'assassins. Son ancien compagnon, le chef de bande Israël Baliarta, reconnaît avoir été payé pour au moins 6 enlèvements. Hein, on pourra à la marge voir qu'il y a peut-être aussi un petit lien communautaire là-dedans. Voilà. Donc voilà, l'affaire Cassez, c'est exactement, a beaucoup à voir avec la politique actuelle comment dirais-je, du Quai d'Orsay. Hein. Voilà, il faut bien comprendre, c'est déshonneur d'un côté. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Poudre aux yeux grotesque et déshonneur aussi de l'autre. L'un des vœux qu'on pouvait formuler pour l'année 2013, c'était précisément le retour de Florence Cassez. Eh bien, celui-là, au moins, sera exaucé. Il faut toujours articuler tout ça. Hein, il y a une unité, il y a une cohérence globale hegelienne dans l'effondrement et le déshonneur de ce qu'est, je le dis, la démocratie de marché et d'opinion. Aujourd'hui, nous sommes au bout des mensonges et de la contradiction de ce qu'on a appelé l'épopée républicaine. Et à mon avis, cette fin des temps, qu'on soit religieux ou pas, sera aussi à un moment donné cette disqualification finale de ce régime abject qui a accompli sur 2 siècles et demi le contraire de tout ce qu'il avait promis. Hein, voilà. À première vue, les chiffres sont conséquents. 31,4 milliards d'euros pour la seule année 2014, plus de 179 milliards d'euros d'ici 2019. C'est pourtant une petite cure d'austérité qui semble guetter la grande muette. 54 000 suppressions de postes avaient déjà été prévues de 2008 à 2015, selon des sources bien informées. Ce n'était qu'un début. Plus de 20 000 postes supplémentaires devraient être supprimés de 2015 à 2019. Première option, qui permettrait d'économiser 1 à 2 milliards d'euros par an. La Défense continue à vendre son patrimoine immobilier, elle réduit encore ses effectifs, notamment dans les hauts gradés, fusionne des services et abandonne certains programmes, comme la modernisation de ses blindés. Avec ce schéma, elle pourrait encore assurer l'essentiel de ses missions d'aujourd'hui. Seconde option qui permettrait d'économiser 4 à 5 milliards d'euros par an. Alléchante pour le budget, ce serait une bataille navale sanglante pour les armées. Il faudrait supprimer la dissuasion nucléaire, les sous-marins et ou les avions porteurs de la bombe atomique. Ou bien vendre carrément le porte-avions Charles de Gaulle. Oui, alors on voit très bien aujourd'hui qu'il y a pareil, il y a une double stratégie. On est en train par les livres blancs successifs de détruire l'armée française, car à mon avis nos élites soumises à l'Empire savent très bien qu'il faut aujourd'hui avoir une France avec une armée très faible, alors qu'on avait une grande histoire militaire, et que De Gaulle avait fait en sorte qu'on maintienne une autonomie militaire, parce qu'un pays n'est rien sans sa force armée. Donc il y a la volonté permanente de nos élites traîtres et stipendiés de détruire l'armée française, sa capacité de projection logistique, son autonomie, c'est-à-dire que l'armée ne soit plus qu'un auxiliaire de l'armée mondialiste de l'OTAN, une volonté de désarmer l'armée française au cas où un jour l'armée voudrait, à la suite d'autres, se rallier à l'insurrection populaire pour empêcher cette soumission et cette destruction de la vieille nation française. Donc il y a une volonté de désarmer l'armée par nos élites politiques et par ceux qui contrôlent ces élites politiques. Ça se fait aussi par une corruption. Et là, je l'ai découvert récemment, l'armée française, qui est capable d'envoyer à peine 5 ou 6 000 soldats d'élite sur le terrain, possède 5 500 généraux. Imaginez, il y aurait en France plus de 5 500 généraux payés à ne rien faire, autant que de légionnaires, tout régiment confondu. De quoi armer 2 équipages d'un porte-avions comme le Charles de Gaulle. Ce qui est l'équivalent, je crois, en termes de rapport entre un soldat d'active et un général, c'est au-dessus de l'armée américaine et l'équivalent de l'armée chinoise. Quand on sait qu'un général est un officier censé commander au moins une brigade, une division ou un corps d'armée, l'armée française devrait compter, avec 5 500 généraux, plus de 2 600 000 combattants, sans compter les personnels civils administratifs. Un tout petit peu plus que l'armée chinoise, autant que l'armée américaine et l'armée russe réunies. Et c'est comme ça qu'on tient, je dirais, la grande muette par les couilles. Il y a en France 5500 généraux, dont les 3 quarts, pas les 3 quarts, il y en a 250 qui doivent être actifs, touchent une fortune en retraite et en pré-retraite, alors que le soldat de base est obligé d'acheter son matériel s'il ne veut pas crever avec un gilet pare-balles qui s'arrête au milieu de son bide, et des lunettes thermiques qui ne voient rien la nuit, etc. etc. C'est-à-dire que le soldat de base a un pactage grotesque qu'il est obligé de racheter entièrement lui-même, mais par contre l'État français a les moyens pour faire taire l'armée et la soumettre de payer les salaires de 5500 généraux.
Et ces 5500 généraux, je vais regarder dans les yeux, les 3/4, vous êtes des traîtres à l'armée française, vous êtes des voleurs, et vous devriez normalement vous-même renoncer à votre solde et faire une lettre collégiale pour expliquer au peuple français que l'armée française aujourd'hui, qui est minuscule et qui est une armée croupion depuis qu'il n'y a plus de conscription, il faut bien le savoir, parce que c'est une armée de métier généralisée, qu'il est absolument anormal que l'armée française ait 5500 généraux. Voilà. Je ne pense pas que cette information soit fausse, elle est sortie, c'est les Russes qui l'ont sortie, et j'aimerais que les soldats français qui se respectent, que ce soit la troupe et même les officiers d'active et les officiers sérieux, eux-mêmes fassent savoir au peuple de France que nous avons des parasites qui s'appellent les généraux, qui sont 5500, qui bouffent une énorme partie du budget de l'armée française pour ne rien foutre, uniquement que de la soumettre à une entreprise, non seulement de soumission à la puissance impériale, mais une entreprise de destruction de sa force. Et rappelez-vous que l'armée française est là pour protéger l'État français et le peuple français. Voilà. Hein, donc la complicité des généraux dans cette opération de soumission et de destruction est à noter. Et ça me rappelle, mai 40, Gamelin. Le soldat sur le terrain a fait son boulot, il a été héroïque, nous le savons. Mai 40 a fait beaucoup de morts, c'est une campagne ultra violente avec beaucoup d'héroïsme au niveau des élèves officiers, du simple soldat. Tout est venu de la trahison d'en haut, des gamelins, des généraux incompétents qui se sont sauvés dès les premières heures du combat, qui n'ont donné aucun ordre cohérent, qui sont allés se planquer à Bordeaux et ailleurs. Voilà. Et nous sommes dans le même contexte aujourd'hui d'effondrement total de la France qui correspond à la période à la fin de la Troisième République. Et avec ces généraux incapables, traîtres, mondains, qui ne sont absolument pas des soldats ni des militaires, ni des patriotes français, et qui acceptent cette mascarade qu'il faut bien dénoncé. Il est absolument anormal qu'il y ait 5500 généraux payés aujourd'hui dans l'armée française, ce qui correspond exactement aux effectifs de la Légion étrangère. C'est-à-dire que nous avons un général par légionnaire. Voilà. Alors, en sachant que pour que l'armée française fonctionne, nous avons besoin, je crois, de 250 généraux. Voilà. Donc là, j'espère que les militaires vont prendre le relais et vont travailler le sujet. Et certains journalistes qui n'aiment pas l'armée, comme les connards d'extrême gauche qui n'aiment pas l'armée, sauf quand ils en ont besoin pour les protéger, c'est toujours les mêmes qui crachent sur les flics, mais qui les appellent dès qu'il y a le moindre problème. On connaît ça par cœur. Voilà. J'espère que l'extrême gauche pour une fois va faire son boulot, mais montrer du doigt que dans cette période de crise aggravée, on paye les salaires qui sont les plus hauts salaires de 5500 généraux en France. Voilà. Je finirai sur ce sujet de honte supplémentaire. Israël déploie le tapis rouge pour Barack Obama. C'est sa première visite depuis qu'il est président des États-Unis. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président Shimon Peres et le chef de la Maison-Blanche ont souligné le lien indéfectible entre les États-Unis et l'État hébreu. As I begin my second term as president, Israel is the first stop on my first foreign trip. This is no accident. Oui, il n'y a pas beaucoup de surprises. Obama se fait réélire en résistant soi-disant un petit peu à la communauté juive et le lobby israélien aux États-Unis, où là on a le droit de tout dire puisque c'est pas la même constitution. Le lobby juif américain est le plus puissant des États-Unis et tous ces combats vont au soutien inconditionnel d'Israël, et les hommes politiques américains en fait ne défendent pas l'intérêt du peuple américain mais d'abord les intérêts d'Israël. On a des bouquins qui sont sortis, Mersheimer et Wald pour le dire, et récemment on a eu l'acte de contrition et le passage à la question de Chuck Hagel. Name one person, in your opinion, who's intimidated by the Israeli lobby in the United States Senate. Well, first... Name one. I don't know. Well, why would you say it? I didn't have in mind a specific person. Do you agree it's a provocative statement? That I can't think of a more provocative thing to say about the relationship between the United States and Israel and the Senate or the Congress than what you said. Ça c'est pour que Zemmour, qui me dit des fois que je suis un peu monomaniaque et que je vois de la puissance juive là où il n'y en a pas,
la manière dont Chuck Hagel a été humilié, passé à la question, la soumission qu'il a été obligé de faire devant tout le monde pour avoir enfin son petit poste de ministre, est bien la preuve de la domination totale de la communauté juive américaine sur l'État américain et de l'allégeance totale en plus de cette communauté juive aux intérêts d'Israël, donc à la domination totale d'Israël sur les États-Unis, et pas l'inverse comme prétend un autre demi-intellectuel comme Chomsky, qui est un peu le Todd américain. Hein, voilà. C'est pour plaisanter, c'est plutôt le Sartre américain, bon. ce qui est encore pire. Mais bon. Voilà. Donc effectivement, le premier voyage officiel, je crois, d'Obama réélu, c'est il va en Israël, il va à Yad Vashem, il se proterne, et puis pour ça, surtout, il emploie des mots, attachement éternel. That is why I'm confident in declaring that our alliance is eternal. It is forever. Lanetzach. On n'est que dans des soumissions religieuses. On voit bien en fait que le monde, à travers la domination bancaire, est en fait une domination bancaire au service d'un projet qui lui-même est totalement religieux. Hein. Voilà. N'oublions pas que Israël est un projet religieux qui s'est fait contre d'ailleurs la religion juive authentique par l'argent des Rothschild. La déclaration Balfour est adressée aux Rothschild. Donc on voit bien que le pouvoir total sur le monde se fait par la banque. Qui contrôle la banque contrôle le monde qui contrôle la banque, et ces gens qui contrôlent la banque sont en dernière instance des religieux qui ont un projet biblique. Voilà. Et qui nous obligent, nous, laïcs, à employer des mots totalement religieux. C'est pour ça que c'est totalement incongru. Quand on a un chef d'État qui va voir un autre pays, on voit la plus grande puissance militaire du monde aller se soumettre à un tout pays minuscule qui fait ricaner l'Iran et se mettre à genoux comme une merde. Dans le temps, les rois, qui étaient les rois, se prosternaient devant Dieu, le Dieu très chrétien. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'ils rentraient dans la cathédrale, je sais pas où, à Reims, et effectivement, ils étaient le premier des Français, mais ils se soumettaient à l'autorité du Christ. Et là, on a le premier des Américains qui se soumet à l'autorité de qui ? Il suffit de regarder les images. Et là, on a la hiérarchie évidente de ce qu'on appelle la hiérarchie du monde, enfin du monde en tout cas occidental, et je suis étonné que Éric Zemmour ait autant de mal à le constater, à l'admettre, qu'il soit tellement polarisé sur le danger islamique. Les musulmans n'ont pas beaucoup de pouvoir dans cette histoire, ils sont des victimes de tout ça d'ailleurs, il faut bien le dire. Des raviolis en conserve de Panzani fabriqués par William Saurin, un produit emblématique à son tour touché par le scandale de la viande de cheval, une fraude dont l'ampleur a été découverte tout au long du mois de février. Findus est la première marque à réagir. Le 8 février, elle annonce le retrait de plusieurs plats cuisinés à base de viande de bœuf. Des tests réalisés au Royaume-Uni montrent que ces lasagnes contiennent parfois jusqu'à 100% de viande de cheval. Dans la grande distribution, c'est la panique. De nombreuses enseignes ont les mêmes fournisseurs que Findus, comme Igel qui produit les plats et Spanghero qui fournit la viande. Le premier agent ou acteur de cette filière à estampiller bœuf de la viande de cheval provenant de Roumanie, eh bien la société Spanghero. Auchan, Casino, Carrefour, Cora, Monoprix ou encore Système U procèdent également au retrait de plats cuisinés vendus sous leur marque. C'est le cas aussi de l'enseigne de surgelés Picard. Des plats fabriqués par Nestlé et les boulettes de viande vendues par Ikea font partie des dernières victimes de la fraude. La confiance des consommateurs est au plus bas. Oui, alors ça c'est un petit sujet périphérique, mais quand même qui a fait prendre conscience aux Français, par l'assiette, hein, de l'absurdité du mondialisme comme système économique qui consiste, alors que vous avez des vaches à 20 km de chez vous, à les acheter de façon abstraite à la bourse, je crois, d'Amsterdam, et de savoir qu'à la fin vous croyez acheter de la vache, et que vous avez du cheval roumain, parce qu'entre-temps l'Union européenne a exigé que l'agriculture roumaine pour toucher des subventions se mécanise, donc on a abattu les chevaux dans les campagnes qui traînaient les charrettes et dans les champs, et donc il faut absolument se débarrasser de ces carcasses en voie de putréfaction, et que donc à un moment donné, par de la malhonnêteté, parce que tout ça, l'économie capitaliste et l'économie mafieuse marchent toujours ensemble, il faut le savoir, hein. La délinquance est partout dans l'économie capitaliste depuis toujours, hein. C'est pas les régimes fascistes qui marchent avec la mafia, c'est toujours les régimes libéraux démocratiques, hein. C'est vérifié systématiquement. Et que d'un seul coup on se retrouve avec de la viande de cheval, mais surtout de cheval d'abattage roumain dans des conditions douteuses, dans des trucs qui auraient dû être des raviolis Panzani ou je sais pas trop quoi, fait à côté de chez vous, avec la pub qui vous montre un chef cuisinier avec des... Chérie, c'est quoi cette bolognaise? On sent pas la viande. On leur fait une bonne bolo avec de la bonne viande. Ma nouvelle bolognaise Panzani, avec de beaux morceaux de viande extra tendre.
Enfin, je veux dire, et là, c'est le délire total du capitalisme mondialisé, qui au début vous parle de rationalité et d'économie, et à la fin ça devient anti-rationnel et anti-économique, parce qu'en termes de pollution et de taxes carbone... Car les chevaux ont été abattus en Roumanie. L'avion négocié par un trader chypriote, racheté par un négociant aux Pays-Bas, qui l'a vendu congelé à l'importateur du sud-ouest Spanghero. C'est une entreprise de Metz, Comigel, qui l'a transformé dans son usine du Luxembourg avant de le revendre à Findus. Ce qui est triste en plus, c'est que ça salit en dernière instance le nom de Spanghero, qui sont des héros du rugby français. Suivez bien le numéro 4, maillot sombre, l'homme au bandeau blanc, au cours du dernier France-Roumanie. Vous pourrez ainsi vous rendre compte de l'énorme travail, souvent obscur, mais toujours efficace, de Walter Spanghero, et de ses percussions redoutables, mais toujours correctes. Et qui d'ailleurs ont vendu toutes leurs parts depuis très longtemps, et ils ne sont pour rien. Ça me dit, frère, moi ça fait 53 ans que je travaille, madame. Je suis ici, ça fait 50 ans. Et nous arrivons à nos âges, nous travaillons encore, et nous sommes là, atterrés par ce qui se passe, et dont nous ne sommes pas responsables. C'est-à-dire que ça salit la mémoire des Spanghero, que je salue au passage. Ça montre l'absurdité du système de l'Union européenne et du système du commerce dans la logique capitaliste mondialiste, cher à Attali, ce système qui a été mis en place, comme le dit Sombart, par nos amis de la communauté, système abstrait, anti-local, anti-enraciné, qui ne voit que le profit au bout et qui finalement prétend à la rationalité est totalement absurde en dernière instance, puisque ce qui est le rationnel, c'est le local, c'est la proximité. Hein, voilà. Surtout qu'on a de l'élevage en France. Hein, voilà. Et puis qu'à la fin, fait qu'on bouffe de la merde, finalement assez cher, parce que c'est pas si peu cher que ça, et on voit tout un réseau de complicité, de corruption, etc. Et donc ça montre l'absurdité de l'Union européenne et du capitalisme mondialisé, et de ce qu'on appelle la mondialisation, qui est en fait le mondialisme, que les Français, par sondage, ont bien identifié comme le problème majeur, hein, qui sont bien pour la relocalisation, pour le protectionnisme au moins européen, pour les frontières comme variable d'ajustement possible, pour qu'il n'y ait pas que les salaires. Par le bon sens populaire, le bon sens orwellien, les Français ont bien compris quelque chose de réel et d'évident, qui fait que la mondialisation est le problème numéro 1 de leur souffrance, et alors que toutes les élites en place, journalistiques, avec le petit Cohen au passage, là, qui lui n'a pas un cerveau malade et pas complotiste, parce qu'il n'y a pas de complot du mondialisme. Hein. C'est pas un complot, hein, le mondialisme. Hein. Non, c'est un processus naturel fondé sur la logique et le bon sens, et qui fait le bonheur des peuples. C'est pour ça que c'est accompagné par une solidarité et un enthousiasme populaire, parce que ça fait le bonheur des peuples. Plein emploi, hausse du pouvoir d'achat, baisse du coût des matières premières, paix mondiale, enfin voilà, c'est pour con comme Cohen, hein, ça c'est pour rappeler. On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, vous, Patrick. Non. Donc les gens ont vu par leur assiette, grâce au scandale qui tant mieux qui est éclaté de la viande là, de l'absurdité de la mondialisation, voilà. Et surtout la trahison totale de nos élites, qui sont toutes pour plus de mondialisation. Voilà. Le seul parti qui soit pour moins de mondialisation de façon cohérente étant le Front National, et un petit peu Mélenchon dans son numéro de Janus à deux faces, parce qu'en fait, vous verrez que sur tas d'autres sujets, il l'accompagne, la mondialisation. En politique étrangère, puis par son parcours, effectivement, il a quand même voté le Maastricht, faut pas oublier. Maastricht, c'est le contrepoids politique à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Et si à l'époque il n'avait pas compris, c'est qu'il est très con. Tous ceux qui, comme moi, ont cru à l'époque qu'on allait mettre de la politique, se sont fait rouler. C'est Chevènement qui avait raison. Donc Mélenchon, tu en rabats un peu, parce que moi à l'époque j'étais militant communiste, et j'avais fait campagne pour le non, et j'avais bien compris que la matrice c'était les accords de Maastricht. Donc si tu l'avais pas compris, Mélenchon, c'est que t'es con. Enfin, t'es beaucoup moins intelligent que moi. Donc quand je parle, tu te tais. Et t'arrêtes de la ramener comme si tu défendais le travailleur français. Tu n'es pas issu du monde du travail, tu es issu de l'administration coloniale, tu es ancien sénateur, franc-maçon du Grand Orient, pote avec Julien Drey, je rappelle, avec Maître Spinner. Je vous ai crevé tous les deux, tu m'as même tendu la main comme un con, j'ai refusé de la prendre. Rappelle-toi, place de l'Odéon. Voilà, donc voilà. Donc la mondialisation, c'est de la merde, ça fait la souffrance des peuples, ça fait la richesse de quelques-uns. Voilà, on se rend compte aujourd'hui, grâce au scandale de la viande, tous les Français le sentent profondément. Il va falloir à un moment donné que des politiques, au-delà du Front National ou de ce qu'il en reste avec Alliot,
que des Pépé Grillo, que des Dieudonné, que des Soral, que des Dupont-Aignan, que des Asselineau, que des Chouard, que des Hillard, que tous ces gens de bonne volonté qui ont compris le complot de la mondialisation, car c'en est bel et bien un, celui-là, et c'est le premier et le plus gros de tous, se fédèrent, se solidarisent pour lutter contre ce complot, mondialiste, qui ne produit que des effets pervers, que des effets mortifères, que j'ai énumérés. Voilà la situation. Donc grâce au scandale de la viande, tant mieux. La viande nous a permis de remonter au complot mondialiste et à son absurdité. Voilà.